Ravi de vous retrouver sur ces antennes de TV+. Voici le principal fil conducteur de ce 13h, le débat. Le nouveau Premier ministre du Gabon, Alain-Claude Bilibi-Nzé, était face aux députés ce 24 janvier afin de dévoiler et faire adopter la politique générale du gouvernement dont il a la charge. Bienvenue à toutes et à tous. Pour mieux comprendre les contours de cet exercice républicain, nous avons un invité et pas de moindre. Il s'agit de Raymond Ndongsima, ancien Premier ministre du Gabon de février 2012 à janvier 2014 et actuellement candidat à l'élection présidentielle de cette année 2023. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à ce 13h, le débat. Monsieur le Premier ministre, bon après-midi et bienvenue chez vous. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Déjà, nous vous remercions pour votre disponibilité. Et comme je l'ai dit à l'entrée du jeu, nous avons deux volets que nous allons attaquer dans cette émission, 13h, le 13h, le débat. Avec vous, nous allons parler de cet exercice républicain auquel Alain-Claude Bilibi-Nzé était confronté hier face aux honorables députés de l'Assemblée nationale. Mais également, on parlera de votre candidature à la présidentielle 2023 qui pointe à l'horizon. Mais avant, donner une orientation sociale à son action, c'est ce à quoi le Premier ministre, chef du gouvernement Alain-Claude Bilibi-Nzé s'est engagé face aux députés en présence de plusieurs Gabonais ayant effectué le déplacement pour la Maison du Peuple. C'était hier, 24 janvier, à l'occasion de sa déclaration de politique générale. Estelle Amvan était sur place pour le compte de notre rédaction. Le programme de politique générale présenté à l'Assemblée nationale par le nouveau Premier ministre repose sur 12 axes prioritaires, notamment la santé, l'emploi, la lutte contre la vie chère, l'eau et l'énergie, la route, l'éducation, les affaires sociales, le conflit homme-faune, les relations avec les institutions, la décentralisation, les questions électorales. La déclaration de politique générale que je présente se situe dans le Gabon que nous avons et que nous devons transformer avec les ressources dont nous disposons, ici et maintenant. Nos ressources humaines d'abord, que nous devons mieux valoriser. Nos ressources naturelles, que nous devons exploiter de manière durable. Fidèle compagnon d'Ali Bongo depuis son accession à la magistrature suprême, Alain-Claude Bilibi-Nzé est le 4e Premier ministre de ce deuxième mandat. Il s'est dit conscient de sa responsabilité devant le peuple gabonais. À côté de cette nécessaire continuité que j'assume, il me faut vous dire, honorables députés, que j'assume tout autant l'orientation sociale que j'entends donner à l'action de mon gouvernement, sans que cela n'ait vocation à justifier quoi que ce soit. Nous devons à la vérité de constater que le mandat que nous vivons a été marqué par de nombreux événements imprévisibles et incontournables, qui ont fortement et durablement impacté la vie de la nation. Il y a d'abord eu, en octobre 2018, l'accident de santé du président Ali Bongo Ondimba. Il y a ensuite eu la pandémie à Covid-19. Sur les 140 élus que compte l'Assemblée nationale, 134 ont pris part au vote. La déclaration de politique générale de Bilibi-Nzé a obtenu 122 voix favorables contre 12 voix défavorables. Ce gouvernement, mis en place le 9 janvier 2023, a 7 mois pour répondre aux attentes des Gabonais. Retour sur ce plateau avec notre invité, l'ancien Premier ministre Raymond Ndongsima. Alors, monsieur le Premier ministre, vous avez certainement suivi cette déclaration d'Alain-Claude Bilibi-Nzé face aux honorables députés, un exercice républicain que vous connaissez très bien parce que vous êtes passé par là. Alors, vous, en tant qu'homme politique aujourd'hui et ancien Premier ministre, quel est le regard que vous portez comme ça sur cette politique générale dévoilée par Alain-Claude Bilibi-Nzé ? Bon, je voudrais d'abord dire que, en effet, l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre Alain-Claude Bilibi-Nzé est un exercice qui est prévu par la Constitution, donc c'est tout à fait normal qu'il se soit présenté devant les députés et qu'il ait décliné un projet. Par contre, je crois que, il me semble, à l'écoute de son propos, j'ai eu l'impression que, bon, peut-être que les collaborateurs du Premier ministre
lui ont préparé un exercice hors sol. Hors sol, pourquoi? Parce que, d'ailleurs, le journaliste qui vient de parler l'a rappelé, le Premier ministre, c'est clairement quelqu'un qui a été mis là en place pour 7 mois. C'est-à-dire les 7 mois qui nous séparent de la prochaine élection. Je pense que quand on est inscrit dans un programme de très court terme comme ça, normalement, on s'attend à ce que le Premier ministre dise ce qu'il entend faire pour atterrir, parce que un mandat se termine, qui a duré 6 ans. C'est vrai, au cours duquel il y a eu un certain nombre de faits qu'il a rappelés, entre la maladie du président, la Covid, etc., etc. Mais il y a des projets qui ont été lancés, un certain nombre de choses, et il est clair que, normalement, le Premier ministre qui est mis en place, tel que je le vois, c'est quelqu'un qui est mis en place pour préparer la bataille électorale qui arrive. C'est donc quelqu'un qui achève les actions qui ont été commencées par le président au début de son deuxième septennat, et qui sont des actions qui ont été conduites par les premiers ministres qui l'ont précédé. Et je suis surpris qu'il se déploie sur des opérations qui portent sur le moyen et le long terme. Or, je me serais attendu à ce qu'il y ait un détail très précis sur la façon d'atterrir sur les différents projets qui ont été lancés, parce qu'il y en a eu, avec les résultats peut-être qui ne sont pas achevés, et donc tout le monde sait très bien que dans ce cas-là, normalement, le Premier ministre qui est dans ce contexte-là est quelqu'un qui parachève, qui termine ce qui est éventuellement en retard, et qui... Or, c'est pas le cas, donc j'ai été un peu surpris par cette option qu'il a choisie, de privilégier le long terme. Et je me suis inquiété, je me suis demandé si ce n'était pas une façon de nous dire que les jeux étaient faits, et que finalement, en réalité, l'exercice du vote auquel nous sommes appelés pour la fin la fin du deuxième trimestre et début du troisième trimestre, que c'était un exercice déjà plié. Alors, monsieur... Peut-être, monsieur le Premier ministre, vous le dites bien, mais malgré cette surprise, quel est peut-être le point qu'Alain-Claude Bilibiné a eu à donner et qui a attiré votre attention dans la politique générale du gouvernement qui sera mise en place pour respecter les 3 P qui ont été exigés par le chef de l'État, notamment le pragmatisme, la proximité, et un autre point qui me reviendra au cours de l'émission. Donc là, quel est le point qu'Alain-Claude Bilibiné a eu à énumérer parmi les 12 ans qui forment la politique générale du gouvernement? Mais je vous l'ai dit, sur les 12 points qui ont été énumérés, il n'y en a pas un seul qui porte sur le très court terme, c'est-à-dire sur les 7 mois. Je m'explique. Si vous mettez... Il a parlé quand même du 9e point, monsieur le Premier ministre. L'élection, la CENI, l'insécurité et la justice. La sécurité et la justice, vous savez que les tribunaux sont en grève. Il y a des gens qui ont des procès qui attendent. Et ces procès ne se déroulent pas. Donc, quelle justice on a pendant cette période? Ça ne dépend pas de sa volonté, de sa bonne volonté, cette grève-là. Je ne peux pas la lui mettre sur le dos. Il a trouvé une grève. Et elle va se terminer quand? Et toutes les affaires sont suspendues. Non, je reprends... Est-ce qu'un Premier ministre, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, est-ce qu'un Premier ministre n'a pas le pouvoir, justement, de pouvoir apporter une certaine paix sociale, même s'il vient trouver un problème qu'il n'a pas forcément créé? Non, ce que je dis, c'est qu'il va devoir ouvrir des négociations, et il n'est pas maître du calendrier d'aboutissement de ces négociations dans le domaine de la justice, par exemple, parce que des syndicats ont des revendications. Il peut faire preuve d'une très bonne volonté en essayant d'ouvrir les négociations, mais bien malin qui dira à quel moment cette négociation va aboutir. Donc, quelle est la chose qui, dans ce projet, s'inscrit dans le très court terme? Je réponds aucune, parce que les opérations... Je vous donne un exemple tout à l'heure. Si vous donniez tout de suite 500 milliards de francs CFA au Premier ministre, il serait incapable d'ouvrir tous les bourbiers et tous les axes routiers qui sont coincés. Même s'il avait cet argent liquide. Parce que même cet argent, s'il était disponible, dans son projet, j'ai entendu dire qu'il voulait relancer les subdivisions des travaux publics. Très bonne idée. Mais pour relancer les subdivisions des travaux publics, il faut commencer par acheter du matériel, rééquiper les subdivisions, en bulles, en nivelleuses, etc. Donc en 7 mois, c'est pas possible. Pour moi, non.
c'est matériellement pas possible. Pensez-vous qu'Alain Claude Bilibinze est allé un peu trop vite parce que selon la Constitution, vous avez bien fait de le rappeler sur ce plateau, il faut 45 jours à un ministre après sa prestation de serment devant le chef de l'État de pouvoir préparer justement cette politique générale, mais lui, il n'a fait que 2 semaines et après il s'est retrouvé devant les honorables députés. Est-ce que c'était trop tôt pour vous? Non, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt parce que d'ailleurs un des députés qui est intervenu hier a rappelé que le gouvernement qui était là était reconduit à presque 95%. Donc, les gens qui étaient là, les ministres qui ont été nommés, ce sont des gens qui connaissaient leur dossier. Par conséquent, ils ont pu lui apporter les contributions en ce qui concernait leur département ministériel dans les délais des 15 jours qu'il a choisi. Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose qu'il reporte de 15 jours supplémentaires. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que dans le cadre d'une déclaration de politique générale d'un Premier ministre qui a 7 mois devant lui, est-ce que c'est raisonnable d'aborder les questions du moyen et du long terme? Est-ce que c'est ça la question? Et les promesses dont on parle, des écoles qu'on va construire, des universités qu'on va faire, etc. Ça, même si c'est lui qui est reconduit, même dans l'hypothèse où c'est lui, dans l'hypothèse peu probable où c'est lui qui gagne et qu'il est reconduit, je pense que il aura à ce moment-là l'occasion d'aborder les projets du moyen et du long terme. Mais quelle est l'utilité de parler des universités que l'on doit recréer ou qu'on doit ouvrir si dans les 7 mois, les travaux de ces universités ne sont pas terminés? Qu'est-ce que ça apporte? Vous l'avez si bien dit aussi, Monsieur le Premier ministre, il projette peut-être déjà dans le futur, dans l'avenir, peut-être qu'il sera encore Premier ministre après les élections d'août 2023, mais toujours est-il que vous aviez également parlé de cet honorable député qui se prononçait sur la question, sur le fait que le gouvernement a été reconduit dans presque sa totalité, et vous parlez de ces des honorables députés qui se sont prononcés à l'hémicycle hier. Nous vous proposons ces quelques extraits que nous allons suivre tour à tour avec vous à la maison et avec notre illustre invité. Nous allons d'abord suivre l'extrait d'Albertine Manganga Moussavou, ensuite Dakouri Davant et de Mamala du PDG. Je voudrais exprimer ici le point de vue du groupe parlementaire Force démocratique unie en disant que nous venons d'assister à un exercice que nous qualifierons du déjà vu, du déjà entendu. C'est pour cela que, Monsieur le Premier ministre, d'entrée de jeu, je voudrais poser cette question de savoir si tous les premiers ministres qui se sont succédés avant vous étaient des incompétents ou des non-patriotes. Est-ce que vous, spécialement, bénéficiez des conditions nécessaires à la réalisation de votre programme que vous venez de nous décliner, qui du reste est ambitieux? De quel sésame disposez-vous? De quelle baguette magique? De quelle solution miracle? Qu'est-ce qui vous distinguerait de vos prédécesseurs? Entre autres, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je me demande l'opportunité de notre rencontre d'aujourd'hui. On nous a annoncé la présentation du programme de politique générale, mais à y regarder de près, mes collègues l'ont dit avant moi, le gouvernement n'a pas changé. Le Premier ministre était déjà là. Les ministres d'État étaient également là, comme tous les autres ministres. Je connais presque tous les membres du gouvernement. Beaucoup sont mes parents. Donc, si le gouvernement n'a pas changé, si le budget reste le même, vous ne nous avez pas instruit, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, sur une éventuelle loi de finances rectificative qui va augmenter les ressources de l'État pour permettre à ce gouvernement de travailler. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Le gouvernement, à l'image des gouvernements antérieurs, et malgré le beau discours et les belles paroles que nous avons entendues ce matin, ne fera rien. Ce discours restera un chapelet de bonnes intentions démagogiques
et politicienne, puisque le Premier ministre ne nous a pas fait le bilan. Il parle au futur alors que le passé est imparfait. Donc, sauf à dire que c'est Madame l'ancien Premier ministre qui était l'élément bloquant, et comme elle est partie, curieusement, à nos yeux émerveillés, le gouvernement va brutalement se mettre au travail. Ce dont je doute fort, ce n'est pas l'arrivée de quelques ministres qui changera certainement les choses, quelle que soit la valeur de ces derniers. Le groupe parlementaire PDG relève que depuis plusieurs années, les faibles taux d'exécution des budgets de l'État, notamment les budgets d'investissement ainsi que les niveaux préoccupants des instances au Trésor, obèrent l'action gouvernementale. Le groupe parlementaire encourage-t-il le gouvernement à mettre davantage en œuvre les principes de bonne gouvernance, avec la gestion axée réellement sur les résultats? Cela pourrait conduire assurément à une nette amélioration dans la construction des infrastructures, si indispensables au développement de notre pays. Pour cela, vous devez vous armer de courage, et le courage, c'est ce que vous en avez, pour identifier et lever les éléments de blocage, les contraintes et tout genre, les contraintes de tout genre et autres goulots d'étranglement qui sapent la bonne vision, la très bonne vision du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour notre pays, le Gabon. Ce Premier ministre, et vous, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, soyez jaloux de vos prérogatives. Prenez toutes vos responsabilités. Car c'est vous qui serez jugés demain. Et nous, avec vous, nous, mandataires du peuple gabonais, qui vous accordons ce jour notre confiance. Nous allons vous l'accorder et elle est considérée qu'elle est déjà accordée. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avons suivi tour à tour Albertine Manganga en Moussavou, Akouré Davin et un extrait de Mabala du groupe parlementaire du PDG au sein de l'Assemblée nationale. Quel est le regard que vous pouvez déjà porter sur ces commentaires ou encore sur ces sorties de ces honorables députés? Mais je note des questions très pertinentes de la part de Mme Manganga Moussavou qui pointent sur la capacité du Premier ministre à mettre en œuvre non pas une capacité personnelle, je ne pense pas qu'elle ait mis en cause ses capacités en tant qu'individu, mais sa capacité à faire bouger les lignes sur la gestion de la chose publique. C'est la même question, c'est la même remarque que reprend Davin Akouré, et c'est la même chose que dit le député membre représentant le PDG quand il dit qu'il faut attaquer les blocages. Mais vous savez bien que les inerties, ça ne se lève pas en un jour ou en 2 jours. Et ce n'est pas dans les 7 mois que le Premier ministre va obtenir que les mauvaises habitudes qui ont été prises en matière de gestion du budget et d'investissement soient, éradiquées. Et donc, finalement, on s'inscrit dans quel cadre? Et vous voyez, je reviens à ma question. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de sauter à pieds joints sur la déclaration finale? Parce que le Premier ministre l'a dit à un moment donné que le PDG n'est pas prêt à céder le pouvoir. Ça veut dire que quand on anticipe, quand on est dans une déclaration de politique générale qui porte sur une période de 7 mois et qu'on agit, on projette des opérations sur le moyen et le long terme, ça veut dire qu'on est déjà en train de se poser des questions de l'après-élection. Et non pas... Est-ce que ce n'est pas légitime, Monsieur le Premier ministre, c'est pas légitime. En tant qu'homme politique et qui fait partie qui appartient à un parti politique comme le Non, PDG. ce n'est pas légitime du tout. Je suis désolé. Nous sommes. Mais quand on va à une guerre, on espère toujours la gagner, Monsieur le Premier ministre. Non, on est dans un exercice républicain. Vous voyez, j'ai commencé par dire. Non, je parle des élections. Je suis d'accord que nous sommes dans un exercice républicain et le Premier ministre a tout à fait raison, pour moi, de se focaliser sur les actions qui conduisent sur la période sur laquelle il n'est pas un Premier ministre en début de mandat avec un président qui a 7 ans devant lui. Il a quelqu'un qui a 7 mois devant lui. Donc la projection qu'il a est une projection qui doit être comprise
contenue, circonscrite dans les 7 mois. Dans les 12 points qui ont été énumérés par Alain-Claude Biliebinze, y en a-t-il pas un seul qui mériterait d'attirer l'attention, même s'ils sont 7 mois, mais pourvu que ça puisse contribuer au bien-être des Gabonais? La vie chère, par exemple, qui est le premier point qu'il a énuméré dans l'action politique du gouvernement, qui doit certainement attirer l'attention. Merci bien. Vous voyez, voilà une question centrale, extrêmement importante. Que peut le Premier ministre pour faire baisser le coût de la vie dans les 7 mois? Rien. La seule chose qu'il peut faire, c'est de faire une mercuriale, c'est de bloquer les prix. Or, tous les économistes, tous sans exception, les économistes sérieux, savent que le blocage des prix n'est pas une solution. La solution, c'est de produire. Il n'y a que lorsque vous produisez que vous pouvez faire baisser les coûts. Mais lorsque vous bloquez les prix, vous devez prendre dans la caisse que vous avez de l'argent quelque part pour subventionner, pour payer la différence entre le prix réel et le prix que vous acceptez qu'il soit pratiqué sur le marché. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, ce que va faire le Premier ministre dans les 7 mois, c'est de subventionner la différence de prix. Ce n'est pas une solution pour le long terme. Les solutions du long terme, elles vont porter sur la production de tout. L'augmentation de l'offre sur le marché. Est-ce qu'en 7 mois, le Premier ministre peut augmenter l'offre? C'est non. Si je lui faisais le reproche de ne pas être capable d'augmenter l'offre, je ne serais même pas très, disons, pas très sérieux moi-même. Je sais que dans l'intervalle là, comment peut-il faire pour augmenter la production de manioc, de bananes, de fruits, de viande dans les 7 mois? C'est impossible. Donc, à quoi peut-on s'attendre dans l'intervalle de 7 mois? Uniquement à des prélèvements sur les ressources qui devraient être consacrés à de l'investissement, c'est-à-dire à l'effort collectif de solidarité. Nous plaignons des routes, mais en même temps, nous sommes pas seulement des routes, nous plaignons de beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas en bon état. Mais nous ne regardons pas les sommes totales que nous affectons aux subventions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas subventionner, mais il faut savoir que ça a un contre-coup. C'est-à-dire que c'est autant de ressources en moins que l'on peut consacrer à des infrastructures collectives. Toujours est-il que c'est un pan que vous-même vous aviez jugé être très important pour le Gabonais. C'est un pan qui est très important et il faut s'y atteler. Raison pour laquelle le Premier ministre n'a pas manqué d'insister sur la capacité de la vie chère. Aujourd'hui, dans son gouvernement, on a René Ndémézo-Obiang qui a pris le portefeuille ministériel de la consommation et de la lutte contre la vie chère. Est-ce que l'arrivée de René Ndémézo à ce portefeuille ministériel ne va peut-être pas faire bouger les choses en 7 mois, comme vous le définissez? Mais je vous répète, l'économie n'a pas de... Il n'y a pas de baguette magique, c'est le bon terme que Mme Anga Moussava a utilisé. Si vous avez une offre de production, vous pouvez faire baisser les prix. Si vous n'avez pas d'offre de production, vous devez payer la différence de prix entre le prix que vous acceptez sur le marché et le prix qui doit être fait parce que c'est le prix du marché international. Nous avons besoin d'acheter du pain, on achète hélas du riz, on achète un certain nombre de choses. C'est ou bien nous les produisons, ou bien nous les payons au prix du marché international. Et quand on ne peut pas les payer à ce prix, eh bien nous donnons la différence. Et on peut mettre 1, 2, 3 ministres, des ministres d'État. On aurait même pu mettre quelqu'un encore plus important que ministre d'État en charge de ce problème. Ça ne résoudrait pas le problème parce que le ministre ne sera pas détenteur d'une baguette magique qui va lui permettre de faire baisser les coûts. Quelqu'un doit payer la différence de prix que nous refusons d'appliquer sur le marché. Il y a le député, il y a l'honorable Mabala qui disait dans son propos qu'il va falloir que le Premier ministre puisse dépasser les blocages, les contraintes et les goulots d'étranglement. Vous, ayant déjà occupé ce poste de Premier ministre, quels peuvent être ces blocages, ces contraintes et ces goulots d'étranglement qui peuvent empêcher le Premier ministre de pouvoir exercer à bien ou encore de pouvoir mener à bien la mission qui est désormais la sienne, même si vous estimez qu'il n'a seulement que 7 mois? Il faut qu'on regarde les mécanismes par lesquels se construisent les prix. Je suis désolé, il y a quelques années, enfin quelques mois, j'ai écrit sur la Caisse nationale de sécurité sociale. J'étais content, tout le monde s'est enflammé hier en disant on a donné 5 milliards, 10 milliards, etc. pour payer les retraites, etc. Je suis désolé. D'abord, il y a une confusion majeure. Les 10 milliards dont on parle, c'est de l'argent personnel de Monsieur le Président de la République ou bien c'est l'argent du contribuable général qu'on affecte au paiement des retraites. Cet argent-là vient d'où? Et de deux,
Il y a quelques mois, j'ai indiqué que nous avons reçu des ressources exceptionnelles avec la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix du pétrole, que nous avions reçu plus de 350 milliards de ressources additionnelles et que pour régler ce problème, on aurait dû affecter 85 milliards de ces ressources exceptionnelles pour régulariser totalement le dossier de la CNSS. Ça, c'était une solution durable et on repartait sur des bases normales. Mais en dehors de ce cas de figure, on a payé là les 5 milliards. Et j'espère que ces 5 milliards vont couvrir jusqu'à la fin de l'année. Parce que si ce n'est pas le cas, il faudra bien qu'on redébloque encore et encore, lors des prochaines échéances, les mêmes sommes. Est-ce que dans cette manne financière que nous avions, que le gouvernement gabonais a reçue, on ne peut pas également puiser à l'intérieur pour effectivement pour pallier à la vie chère que les Gabonais vivent aujourd'hui, même si ce n'est pas une solution définitive à l'inflation que nous connaissons aujourd'hui? Les subventions et les opérations de cette nature sont une solution de très court terme pour faire face à un problème ponctuel. Ce n'est pas une façon de régler le problème dans le temps. Toujours est-il que, Monsieur le Premier ministre, il faut bien commencer quelque part pour parler de la vie chère, parce que tous, autant que nous sommes, nous crions de la cherté de la vie, nous crions parce que sur le marché, dans les étals et un peu partout, les prix flambent, mais les salaires n'augmentent pas. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. La solution de ce problème, vous ne pouvez pas la trouver dans les subventions. La subvention permet de supporter la douleur immédiatement. Mais durablement, est-ce que le gouvernement, que ce soit celui-ci ou n'importe quel autre gouvernement, a-t-il les moyens de subventionner durablement les produits de première nécessité ou les produits qui arrivent sur le marché? Si ce n'est pas le cas, la réponse à ce problème se situe dans le moyen et le long terme, c'est-à-dire dans l'augmentation de la production nationale. C'est pour ça que je dis que les solutions qu'on envisage sont des solutions qui portent sur le moyen et long terme, alors que nous sommes en train de parler des problèmes du court terme, c'est-à-dire de 7 mois. De ce gouvernement qui a été mis en place. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement qui est là pour 7 mois n'a pas raison de se préoccuper, parce qu'il y a une continuité de l'État. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle des 12 points que vous avez listés, j'aimerais bien trouver dans les 12 points ceux qui trouvent une réponse dans l'intervalle de 7 mois. Bon, vous avez parlé de la vie chère, on en a parlé. On a pris la question des routes. Nous avons vu tout à l'heure que dans les routes, si on voulait équiper les subdivisions des travaux publics, ça prendrait plusieurs mois. Il y a la situation des affaires sociales. Avant de faire venir les équipements. Voilà, de la CNSS, voilà. Que nous avions évoqué également. Il y a l'eau et l'énergie. Le Premier ministre était à la tête de ce département ministériel. Il connaît bien le projet Piopal. Est-ce que, aujourd'hui, Premier ministre, il a le pouvoir d'accélérer les choses pour qu'enfin les Gabonais puissent avoir de l'électricité et de l'eau en permanence dans les maisons? Oui, certainement, mais pour avoir de l'électricité dans les maisons, pour en avoir en quantité suffisante, notamment à Libreville, mais aussi dans les villes qui sont sur l'axe, c'est-à-dire par exemple à Ndjolé, c'est-à-dire par exemple à Fougamou, Lambaréné, pour avoir de l'électricité dans ces zones-là, il faut que les 2 barrages de F2 et de l'Impératrice soient faits. Parce que ce sont ces 2 barrages qui vont créer le surplus de production dont on a besoin. Vous conviendrez avec moi que dans les 7 mois, et le barrage de F2 et le barrage de l'Impératrice ne peuvent pas être mis en route. De toute façon, on n'a même pas démarré. C'est vrai qu'il peut augmenter le nombre il peut accélérer les décisions qui doivent être prises en réunissant tous les intervenants du secteur. Mais ce sont des décisions qui vont s'installer, qui vont s'inscrire dans le temps. Elles ne sont pas des décisions dans l'intervalle de 7 mois. Dans l'intervalle de 7 mois, il y a un sujet crucial, il y a un point important qui vous concerne, qui n'est autre que les élections, notamment pour cette année 2023. Il a abordé également ce point, il a parlé de la CENI et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'à partir de là, monsieur le Premier ministre, on peut dire que, encore là, que Alain-Claude Bilibinzé et son gouvernement ne pourraient pas mettre le pied à l'étrier afin qu'on puisse avoir quand même quelque chose de beaucoup plus agréable à l'intervalle de 7 mois? Bon, moi, ce que j'observe, c'est que il y a quelques semaines, le président de la République a émis l'idée d'une concertation. Je crois que c'est une bonne chose, parce que nous ne pouvons pas être un pays qui vit continuellement avec des querelles chaque fois qu'il y a une élection. Et donc, c'est une bonne chose. Ce qui m'étonne un peu, c'est que l'on n'ait pas attendu que cette concertation-là se produise pour pouvoir inclure
dans le dispositif du CGE les conclusions qui sortiraient de la concertation. Parce qu'il y aura une concertation, donc les uns et les autres vont apporter des éléments sur la table. Il est possible que ces éléments-là nécessitent des aménagements dans le dispositif du CGE. Donc, pour moi, l'idée est bonne d'avoir fait ça, sauf que je m'inquiète d'une chose. Très souvent, on a fait des concertations. Je rappelle que quand j'étais Premier ministre, j'avais été chargé d'animer la commission sur la mise en œuvre de la biométrie. Que cette concertation avait réuni opposition et majorité, qu'elle avait obtenu l'assentiment, donc les conclusions avaient été adoptées à l'unanimité et par les partis de l'opposition et par ceux de la majorité, et que c'est pas aller plus loin que ce document. Donc, j'espère que ce qui est arrivé à cette commission, qui semble aussi être arrivé à ceux qui sont allés au dialogue d'Angondje, auquel je n'ai pas pris part, mais au dialogue d'Angondje, apparemment des conclusions ont été tirées et semble-t-il, toutes ces conclusions n'ont pas été vraiment mises en œuvre. Ce que j'espère, c'est que le dialogue ou la concertation que le président suggère cette fois-ci donnera lieu à des conclusions et que ces conclusions seront intégralement mises en œuvre pour qu'on ait une consultation nationale dans un cadre apaisé. C'est ça que j'espère. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous avions déjà mis le pied dans les élections qui se profilent à l'horizon. Et il n'y a pas très longtemps, Raymond Donsima, qui est notre invité ici sur ce plateau, était dans le grand nord du Gabon pour déclarer sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Regardez. Un seul sujet était à l'ordre du jour de la causerie politique de Raymond Donsima à Oyem dans le Walentem, la présidentielle de 2023. C'est en langue vernaculaire que l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo a officiellement dit son ambition de briguer la magistrature suprême. L'économiste était déjà en course en 2016. Je ne suis plus arrivé en retard. Il ne faut plus qu'on me dise que je suis arrivé en retard. Est-ce que là je suis en retard? Je vous repose la question, est-ce que je suis en retard? Il ne faut pas que demain quelqu'un me dise « tu es en retard ». J'ai déjà donné ma voix à un autre candidat. Il ne faut plus voter quelqu'un d'autre. Je suis là. Oui, j'insiste bien dessus. L'objectif de l'acteur politique reste le même, celui de redresser le pays. S'il n'appartient toujours pas à une écurie politique, il ne doute pas sur ses chances. J'ai un ensemble de solutions qui est plus solide que ce que les autres proposent. C'est aussi simple que ça. Ce que je propose, c'est un ensemble de solutions qui sont cohérentes et solides dans leur conception et dans leur structure. C'est ça que je dis. Si vous voulez redresser le pays, il faut commencer par réformer les institutions politiques. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est-à-dire rééquilibrer les pouvoirs entre les instances politiques, entre les assemblées, les cours judiciaires, le Parlement et le gouvernement. Il faut qu'il y ait un équilibre plus réel des pouvoirs. Premier ministre du Gabon de 2012 à 2014, depuis sa sortie du gouvernement, Raymond Donsima n'a pas cessé de remettre en cause le traitement des finances publiques. Le système qui doit produire doit être un système vertueux, c'est-à-dire un système qui tient compte de la durabilité dans le temps, c'est-à-dire qui préserve l'environnement. À 7 mois de la prochaine présidentielle, Raymond Donsima a une stratégie bien établie pour présenter aux Gabonais son plan d'action. De retour sur ce plateau avec notre invité Raymond Donsima, ancien Premier ministre du Gabon et aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle de 2023. Monsieur le Premier ministre, vous aviez été au sommet de l'État en tant que Premier ministre. Vous aviez eu l'opportunité de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, vous vous portez candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui va changer si vous êtes président de la République ? La question que vous me posez, malheureusement, ne peut pas recevoir des réponses ici aujourd'hui. Parce que, monsieur le Premier ministre, vous aviez été Premier ministre, oui. Vous aviez été aux commandes d'un gouvernement qui pouvait permettre à ce que le Gabonais puisse connaître une certaine quiétude en ce qui concerne la vie chère, pour parler seulement de ce premier point, parce que c'est un point important et vital pour le Gabonais. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus Premier ministre, vous vous portez candidat. Est-ce que là, il y a quelque chose qui pourrait changer ? Oui, et certainement que quelque chose va changer parce que lorsque je présenterai le projet que je défends, que je vais porter, je rentrerai dans les détails de mon offre
politique et vous serez en première ligne puisque je vous inviterai, vous et les autres et vos collègues, à venir écouter cette présentation qui se fera dans un cadre approprié. Mais ce que je peux dire à ce stade, c'est que l'action politique obéit à des règles, mais la gestion économique aussi obéit à des règles. Il y a un enchaînement logique dans lequel on doit faire les choses. Et tant qu'on ne suit pas cet enchaînement logique, il est quasiment impossible d'obtenir des résultats. Vous ne pouvez pas avoir 10% de l'ensemble des ressources du pays, c'est-à-dire un budget d'investissement de 300 milliards, lorsque vous avez 3 000 milliards de ressources. À quel résultat peut-on s'attendre? Ça, c'est simplement sur le principe général. Je n'ai même pas besoin d'entrer dans le détail de mon projet. Encore une fois, je ferai une présentation exhaustive de mon projet dans les prochaines semaines. Mais tout le monde qui est simplement doté de bon sens peut voir que accorder 10% des ressources, 10% de l'enveloppe totale des ressources qu'on a à l'investissement, c'est évidemment se créer tous les problèmes de la terre. Parce que on ne prépare pas. D'abord, on n'entretient pas ce qui a déjà été fait. C'est pas assez. On ne prépare pas non plus le futur qui vient et qui a besoin de ressources considérables. Ce qui se passe, c'est que nous avons tendance à privilégier l'immédiat. Donc, l'essentiel de nos ressources est consacré à la consommation, donc au fonctionnement. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est pas compatible avec une croissance saine d'un pays. Mais monsieur le Premier ministre, c'est une situation que le Gabon connaît depuis plusieurs années. Et parmi ces années, vous aviez été là en tant que Premier ministre. Est-ce que vous aviez eu à faire face au blocage, aux contraintes ou encore au goulot d'étranglement pour vous empêcher de pouvoir mener à bien? Parce que vous faites une démonstration qui est plausible, selon certains économistes qui apprécient bien vos sorties, en ce qui concerne vos interventions sur la vie chère, pour prendre ce premier point important qu'a énuméré Alain Claude Bilibinzé hier face aux honorables députés. Est-ce que vous avez eu à faire face à ces éléments-là qui vous empêchaient peut-être de mettre en pratique ces stratégies que vous allez dévoiler dans votre programme de société? Bon, en réalité, je ne souhaite pas revenir ou répondre à cette question maintenant parce que ça conduirait à réouvrir des pans qui ont été dans le passé assez douloureux. Hein. Tout le monde se rappelle que lorsque j'étais Premier ministre, je me suis trouvé indexé comme quelqu'un qui s'opposait aux agences, etc., etc. Nous voyons bien aujourd'hui que ces agences-là, pour la plupart, ont disparu sans laisser de traces, sans avoir fait des bilans de ce qu'elles ont fait. Où est passée la NGT? Combien d'argent a-t-elle eu? Où sont les réalisations qu'elle a faites? Et les autres agences, pareil. Et je ne veux pas revenir dessus parce que, encore une fois, on doit regarder le futur. Et ce futur, c'est le schéma dans lequel nous allons nous inscrire pour aborder le futur. Écoutez, nous sommes dans une sous-région. Quand vous regardez nos performances, vous regardez tout autour de nous, vous voyez que nous sommes à la remorque. Quelque chose ne tourne pas rond. Nous étions en tête et nous sommes maintenant les derniers de la classe. C'est pas une situation acceptable. Et nous ne sommes pas les derniers parce que nous n'avons pas la capacité d'être en première ligne. Nous sommes les derniers parce que nous avons changé l'ordre de priorité des choses. Parce que nous n'arrivons pas à lever la tête pour considérer que c'est le moyen et le long terme, c'est-à-dire la programmation et l'exécution d'un budget d'investissement qui prépare les infrastructures, c'est ça qui constitue le meilleur garant pour un développement dans le futur. Nous avons consacré tout au présent et donc nous avons le résultat qui va avec. On est les derniers. Et ça, c'est inacceptable, tout simplement. Alors, monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir choisi le Wollentem comme site pour pouvoir déclarer votre candidature à l'élection présidentielle, sachant que si vous êtes élu au soir du mois d'août 2023, vous serez le président de tout le Gabonais, vous aurez peut-être choisi une autre province, une autre localité. Pourquoi le Wollentem? Non, je n'ai pas choisi à proprement parler le Wollentem. Si vous remarquez bien, je n'avais fait aucune causerie jusque-là. Je me contentais d'écrire un papier par-ci par-là. Et il s'est trouvé que j'ai été mis en cause à plusieurs reprises de façon publique ces dernières semaines par des gens dont certains occupent des fonctions tout à fait au public et officielles. Et donc de me retrouver mis en cause dans un meeting public
dans la ville d'Oyem m'a contraint à aller donner une réponse. Si vous écoutez bien la totalité de mon intervention, je commence par répondre aux questions, à ma mise en cause et à ce que l'on a avancé de façon très, très légère. Je commence par répondre à ça. Et je viens simplement en deuxième partie aux conclusions qui est que je ne peux pas laisser la situation à l'état, je vais me présenter. Je vais aller dans d'autres provinces, bien sûr, faire des causeries et il n'est pas question que je reste cantonné dans le Gouvernement parce que le Gouvernement n'est qu'une petite partie. Je rappelle aussi que ici, nous ne sommes pas encore dans une campagne qui est ouverte. Toujours est-il que votre candidature a été déclarée et que après celle de beaucoup d'autres personnes. Bien sûr, bien entendu, monsieur le Premier ministre. Tout à l'heure, vous parliez d'avenir. Vous disiez qu'il va falloir qu'on puisse se tourner vers l'avenir pour ne pas ouvrir des chapitres qui risquent encore de faire un tout petit peu ou très mal. Alors, pour parler d'avenir, est-ce que vous irez à cette concertation appelée par Ali Bongo? Oui, bien sûr. Si la concertation a lieu, j'irai à la concertation, c'est évident que j'irai, parce que la discussion est toujours utile dans une collectivité, à condition qu'elle soit faite sur des bases sincères. Souvent, c'est la sincérité qui manque dans ce que nous faisons. C'est-à-dire, il ne faut pas que la concertation passe pour une manœuvre, qu'elle soit une manœuvre destinée à, en quelque sorte, endormir les gens, alors que dans le même temps, on prépare d'autres choses. Il faut que la concertation soit l'occasion de fixer des règles claires et de donner des garanties à tout le monde, que tout le monde va jouer le jeu. C'est-à-dire que les règles permettant de trancher l'élection, de transmettre des résultats, de se prononcer sur ces résultats et d'accepter ces résultats, que ces règles seront claires dans les deux sens. C'est-à-dire, il ne faut pas... Moi, je ne pars pas avec cette idée que bon, de toute façon, je gagne ou bien je casse la baraque, ou bien je ne suis pas non plus d'accord de dire que le PDG a déjà gagné. Il n'a pas déjà gagné, il a déjà perdu. C'est différent. Donc, je pars à une concertation que le président, qui est le garant de l'unité du pays, quand il appelle à cette concertation, je vais à cette concertation, j'irai à cette concertation avec l'intention de discuter honnêtement et je dirais sincèrement. En 2017, vous n'étiez pas en Ngondje, monsieur le Premier ministre. Non, justement, vous faites bien de dire ça. Vous faites bien de le dire. Parce que figurez-vous qu'en 2017, j'ai écrit au président de la République 3 fois. La première fois, exactement au lendemain de la prestation de serment, j'ai écrit au président pour dire il faut un dialogue entre les gens. Vous avez indiqué qu'il va y avoir un dialogue, mais le dialogue doit se faire entre les candidats à l'élection. Entre les candidats. Comment a-t-on fait pour aller à Ngondje, à un débat avec des gens qui n'avaient pas participé à l'élection, qui n'avaient donc aucune objection à formuler sur l'élection? Ce sont des gens qui étaient à l'élection, qui avaient à se plaindre de l'élection. Mais à ce dialogue-là, on a préparé également cette élection qui est en train qui prend déjà à l'horizon. Ça, c'est des dérives. Parce qu'il y a des points qui ont été abordés en Ngondje que jusqu'à aujourd'hui, vous, les politiques, vous demandez à ce que ça puisse être pris en compte dans le code électoral, mais malheureusement, qui ne peut plus être touché en cette année électorale. Mais ça a été abordé par qui? Je vous rappelle ce que dit la loi. La loi a été violée plusieurs fois d'une façon grossière en 2016. Je vous rappelle que la loi sur les élections, c'est la loi 796. Et cette loi 796, à l'époque, qui avait encore comme organe la CENAP, prévoyait dans son article 12 que l'organe qui gère l'élection, c'est l'Assemblée plénière. Et dans cette Assemblée plénière, il faut relire l'article 12, ne devaient être membres de l'Assemblée plénière que les personnes désignées par des partis politiques qui avaient présenté un candidat à l'élection ou les représentants des candidats indépendants. Mais si on se retrouve à l'Assemblée plénière avec des gens qui n'ont présenté aucun candidat, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Quelles étaient leurs observations? Ce sont des gens qui étaient à l'élection, qui étaient candidats, qui auraient dû être les personnes qui venaient protester en disant, voilà, moi j'ai vu tel procès verbal, j'ai vu telle anomalie, etc. Mais quelqu'un qui au départ a dit, je ne crois pas à l'élection, et le lendemain se retrouve au dialogue sur l'élection qui vient de mal se passer, qu'avait-il à dire à ce dialogue? Et vous voyez bien que le résultat est là.
Est-ce que vraiment la situation s'est décantée après le dialogue d'Angondje? La réponse est non. Ça ne s'est pas décanté. Oui, on a fait des modifications de la Constitution. Mais dans quel sens? Dans le sens de permettre simplement, finalement, au pouvoir en place, de garder la place. Et je vous rappelle que le premier problème que nous avons dans notre pays, c'est une anomalie majeure dans le fait que l'objet de l'élection n'est pas respecté. Je dis bien l'objet. Quel est l'objet de l'élection? C'est que quelqu'un a reçu un mandat à un moment donné, par exemple en 2016, il gère pendant une période qui dure 7 ans, et à la fin de cette période, on questionne la population, on questionne les électeurs. Est-ce que cette personne a toujours la majorité dans le pays? Donc, en réalité... Une sorte de sondage. Oui, le vote, c'est ça. L'objet du vote, c'est de déterminer qui est maintenant majoritaire dans le pays. Quand on crée les cadres de l'élection, par exemple de CGE, etc., vous voyez bien que la loi qui a été adoptée, elle part sur le principe majorité-opposition. Mais le 26 août 2023, il n'y aura plus ni majorité ni opposition. Pourquoi le dites-vous, monsieur le Premier ministre? Non, c'est ce que dit la loi, c'est pour ça qu'on fait l'élection. Alors, l'élection aura pour but de déterminer la nouvelle majorité. Alors, monsieur le Premier ministre, vous faites bien de parler de cette opposition et du CGE. Oui. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, le ministre d'État en charge de l'Intérieur a réuni les responsables des partis politiques pour parler justement de la mise en place de ce CGE qui a été dissous par la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous étiez déjà à cette rencontre avec Non, je n'étais pas à cette rencontre. Alors, vous allez nous dire pourquoi, mais aussi, à la sortie de là, il y a comme une discorde entre les hommes de l'opposition. Est-ce à dire qu'on n'est pas prêt pour un candidat unique de l'opposition face à Ali Bongo en août 2023? Vous posez plusieurs questions en une seule. Ça fait beaucoup de questions. Ce n'est pas les mêmes choses que vous êtes en train d'aborder. Si vous regardez le nombre de partis qui est légalement reconnu par le ministère de l'Intérieur, officiellement, la liste qui a été publiée récemment, je pense qu'elle est autour de 70-75 partis. Bien. Quand il y a 3 sièges à affecter, il y a des tiraillements entre les uns et les autres pour savoir qui va placer qui. Et vous observerez que l'opposition a de nouveau procédé à des regroupements. Aujourd'hui, il y a un regroupement ici, un regroupement là, etc. C'est tout à fait logique. Mais même avec ces regroupements, il y a des tractations qui ont lieu. Mais tout ça repose sur cette opposition binaire, cette opposition entre majorité et opposition, alors même que l'organe de gestion de l'élection n'a pas à être un organe de la majorité ou de l'opposition, ça doit être un organe gabonais qui tranche de l'élection. Mais on parle de la parité, monsieur le Premier Parité ministre. entre qui et qui? Opposition et majorité. Et dois-je revenir? Selon le propos du ministre d'État, il faut bien que l'opposition et la majorité se retrouvent dans ce CGE qui sera non seulement dans le comité ad hoc qui va pouvoir valider les dossiers de candidature de la personne qui aspirerait à prendre la tête du CGE. Vous êtes précisément dans le piège qui est fait à l'heure actuelle. Je vous répète, l'objet d'une élection, c'est de déterminer la majorité dans le pays. Elle est à qui? Est-ce que c'est celui qui a géré jusqu'à présent, à qui la population renouvelle son mandat et lui reconfie une nouvelle majorité, ou bien est-ce qu'une nouvelle majorité s'est dégagée? Lorsque vous prenez le dispositif que nous avons à l'heure actuelle, celui qui est au pouvoir à l'heure actuelle dit « moi je prends la moitié des représentants ». Et tous les autres, que vous soyez 1000 candidats ou 2 candidats, vous prenez l'autre moitié des sièges. Mais en fait, cette attribution de la moitié des sièges, c'est une anomalie. Je vous renvoie à la Constitution. Vous ne verrez nulle part dans la Constitution qui nous dirige cette dichotomie opposition-majorité. Ce n'est pas une notion constitutionnelle. C'est quelque chose qui est né au milieu là, entre les gens. Et qui est une pomme de discorde majeure. Parce que finalement, les gens se classent en fonction de majorité-opposition. Mais est-ce que cela respecte bien l'objet même de l'élection, qui est de déterminer ce que la population, le groupe ou la personne à qui la population reconnaît maintenant la confiance majeure. Comment vous définissez-vous, monsieur le Premier ministre? Est-ce que vous définissez comme un républicain? Comme un républicain, ni opposant. Ah non, je suis dans l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition? D'accord. Qu'est-ce que l'opposition? L'opposition, c'est le refus d'adhérer à un groupe de solutions que l'équipe qui est en place met en œuvre. C'est bien ça l'opposition.
il y a un gouvernement, quelqu'un gère et il propose un ensemble de solutions pour gérer le pays. Et on est d'accord ou pas d'accord avec ce groupe de solutions. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec le groupe de solutions que propose le président actuel et le parti qui est autour de lui, ou le groupe de partis qui est autour de lui. Je suis en désaccord avec les groupes de solutions qu'ils ont. Et c'est pour ça que souvent je répète aux gens, ce n'est pas une opposition, je ne m'oppose pas à des individus. Vous ne me verrez pas dans les polémiques personnelles avec les gens, je m'oppose au groupe de solutions. Tout à l'heure, vous avez eu un exemple. Je ne suis pas d'accord avec la solution qui est adoptée en ce qui concerne la question des prix. Parce que cette question-là n'a pas de dans la voie que nous avons utilisée. Certains considèrent qu'on peut faire ça sur une très longue période. Pour moi, le recours aux subventions est une solution qui doit être de court terme. Il faut donner la priorité à l'organisation de la production. C'est deux familles différentes et qui font que vous ne pouvez pas adopter les mêmes modes de gestion. Alors, Monsieur le Premier ministre, s'il y a des hommes politiques qui pensent comme vous, qui définissent l'opposition comme vous êtes en train de le faire, on peut parler d'une possible coalition de l'opposition? Bien sûr, bien sûr. Les gens qui ont tendance à approuver le même type de solution ont vocation à se regrouper. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord, enfin, je ne suis pas très chaud lorsque les gens commencent à parler de candidature unique. La candidature unique peut devenir un fourre-tout. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on faisait de la restructuration des entreprises publiques au Gabon. On a mis en concession le chemin de fer, on a mis en concession la société d'eau et d'énergie, etc. Mais à l'occasion de ces opérations de mise en concession et de privatisation, il y a des décisions difficiles à prendre. Certains disent il faut licencier les gens pour réduire les effectifs. D'autres disent surtout pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous mettez ces gens-là ensemble, le jour où ils doivent prendre une décision, comment prennent-ils une décision? Ce sont des familles de solutions différentes. Donc ces gens-là n'ont pas vocation à faire une offre ensemble. Sinon, ils ne seront pas capables de gérer. Ce n'est pas une question d'ego, comme beaucoup de gens ont tendance à le dire, oui, mais c'est une question... Non, ce n'est pas une question d'ego. C'est bien une question qu'il y a des familles de solutions qui vont ensemble. Et les gens qui ont en commun le même type de solutions ont bien sûr vocation à se regrouper et avoir une candidature, cette fois-là, unique, qui porte un groupe de solutions. Alors, Monsieur le Premier ministre, on me dit à l'oreillette que le temps qui nous est accordé est presque terminé. C'est vrai qu'avec vous, parler pendant 1 heure, c'est très insuffisant. Vous avez beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le bien-être des Gabonais, mais aussi de votre politique. Toujours est-il qu'en tant que républicain, si peut-être on vous demandait de vous prononcer un peu sur des stratégies qui pourraient bénéficier au gouvernement, dans l'inclus de Bilibinzé, qu'est-ce que vous auriez à dire? Non, je ne me risquerai pas à une proposition parce que nous avons des conceptions, des projections différentes et je pense que donner une solution sur un ensemble, sur un corps qui est entièrement structuré n'a pas de sens. Si je vais dire que, si je prends l'exemple des prix dont on a parlé, à quoi ça sert de dire, écoutez, ne faites pas de subventions si la contrepartie n'est pas en place? La contrepartie, c'est l'aide à la production. C'est les incitations sérieuses à la production. J'ai vu hier ou avant-hier que le gouvernement avait signé une convention avec une banque pour mettre en place un fonds de garantie de 2,5 milliards. Mais 2 milliards de garantie, c'est notoirement dérisoire. Parce que les banques, les assurances, les maisons qui portent les projets vont vous demander de donner des garanties qui sont vraiment à la hauteur des risques que les gens doivent prendre. Donc nous avons des approches qui ne sont pas les mêmes et je pense que le gouvernement de M. Alain-Claude Bilibinzé a son schéma complet et je doute qu'il ait vraiment envie de faire des ouvertures sur ce qui est le cœur même de son projet. Monsieur le Premier ministre, pour sortir de cet entretien, de cette émission à 13h, le débat sur TV+, une question aussi peut-être qui paraît simple qui paraîtra simple pour vous. Qu'est-ce qui change en cette année 2023, le fait que vous puissiez accepter d'aller à la concertation appelée par Ali Bongo, contrairement en 2017? Je vous répète, en 2017, j'étais favorable au dialogue. J'ai écrit 3 fois. Mais vous n'êtes pas allé. Et je ne suis pas allé. Quand j'ai vu que les conditions n'étaient pas réunies. Et cette fois-ci, je pars toujours sur le même principe. Je suis d'accord d'aller au dialogue. Si le président appelle au dialogue, j'irai au dialogue. Mais j'espère que les conditions dans lesquelles, que les conditions qui vont être annoncées
pour organiser ce dialogue permettront réellement de discuter. Si tel est le cas, ben je vais au dialogue. Nous sommes tous Gabonais et je n'ai pas de raison de m'enfermer dans un refus de parler avec qui que ce soit. Je parle avec tout le monde. Merci. Mais je ne cède pas de position dès le départ. Je dis simplement que je vais discuter. Merci à vous, monsieur le Premier ministre Raymond Donsima. Merci d'être passé sur ce plateau de 13h, le débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés devant vos petits écrans pour suivre cet entretien exclusif avec l'ancien Premier ministre du Gabon de 2012 à 2014. Nos programmes se poursuivent où que vous soyez sur YouTube, Facebook, Instagram. Au revoir.